j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve dans une vidéo. Aujourd'hui, on va parler de notre enfant porteur d'handicap locomoteur. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Valérie, j'ai 44 ans, j'ai 5 enfants. Je suis mariée depuis 17 ans à Dimitri. Nous avons un enfant, notre quatrième enfant, qui est porteuse d'handicap locomoteur dû à un AVC périnatal. Je le dis comme ça parce que c'est plus facile de comprendre que le vrai nom de sa maladie. Donc voilà, alors qu'est-ce que ça a provoqué cette maladie? Ça a provoqué des retards au niveau locomoteur, au niveau d'une hypotonie du tronc, d'une hypotonie de la bouche, du niveau des mains. Angelina, évidemment, est en, je vais dire moi, tribune quand elle sait, majoritairement du temps, elle se trimballe, je veux dire, en fauteuil roulant. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est l'AVC périnatal. C'est un caillot de sang qui s'est décroché de placenta et qui est venu se loger dans la circulation sanguine et qui est monté au cerveau et qui a donc bloqué l'oxygène pendant quelques minutes au niveau du cerveau du bébé. Donc ça fait des retards, comme je viens de vous le dire, au niveau des jambes. Ça s'appelle l'hémiplégie quadri pour nous. Il peut être simplement d'un côté, mais nous c'est quadri, c'est-à-dire que les 4 membres sont pris. Il y a une hypotomie du torse, donc un manque de tenue du torse qui fait qu'Angelina se tient toujours comme ça. Et il y a une hypotonie au niveau de la bouche, on ne la voit pas, d'ailleurs je vous mets des images ici d'Angie, on ne la voit pas, mais on s'en rend compte quand elle parle, alors c'est de plus en plus clair quand elle parle. Mais voilà, je vais revenir sur les tout débuts. Donc nous avons su qu'il y avait eu un problème durant la grossesse très vite, puisque j'étais hospitalisée pour chose qui n'avait rien à voir, et je me suis tout de suite rendu compte que le bébé ne bougeait plus et qu'on était à 28 semaines de grossesse. On a fait tout de suite une échographie et un... Voilà, donc on a fait un monitoring, on s'est rendu compte que le bébé avait un battement de 125 battements par minute, ce qui n'est pas normal. C'est un bébé de ce stade-là, et on s'est rendu compte également lors de l'échographie que le bébé était comme ceci et ne bougeait plus du tout. On a secoué, on a envoyé une ultrason, il n'y avait aucune réaction. On a refait une écho morphologique quelques jours plus tard quand Angelina a commencé à rebouger dans mon ventre normalement et il n'y avait rien. L'écho était nickel, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas eu de dommages au niveau du cerveau, etc. En tout cas, sur l'échographie morphologique, on ne voyait rien. Donc, ce qui veut dire que la grossesse a pu continuer sous une autre surveillance, puisque je suis toujours restée hospitalisée jusqu'à la fin de ma grossesse, c'est-à-dire 9 semaines exactement, que je suis restée hospitalisée. L'accouchement a été provoqué à la 35e semaine. Le bébé allait très très bien, elle pesait 3,90 kg, elle faisait 49 cm, elle a gardé sa température, elle mangeait, elle avait un Apgar de 10 quand elle est venue au monde, donc rien ne nous aiguillait sur un handicap qui pouvait arriver. C'est seulement en grandissant qu'on s'est rendu compte de plus en plus que Angelina ne mettait pas assise, Angelina ne sait pas de se retourner, ne sait pas d'attraper ses pieds, ne sait pas de faire de rouler boulet, elle ne pleurait pas beaucoup, elle pleurait juste quand elle avait faim en fait, elle s'exprimait pas énormément, Angelina ne bougeait pas énormément les mains, etc. Elle mettait de temps en temps sa main comme ça, on faisait comme ça, elle était souvent très très pliée, donc on faisait souvent des remarques, mais bon, comme j'ai l'habitude d'avoir des remarques, je ne réagissais pas tout de suite. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte, c'était ma quatrième enfant, qu'il y avait un souci. Donc on a d'abord pensé à faire de l'ostéopathie en se disant que peut-être qu'un ostéopathe allait pouvoir débloquer quelques petites choses, que ça c'était peut-être... voilà. Mais ça n'a pas spécialement débloqué les choses. On a fait une radiographie de la hanche en se disant que ça pouvait être une dysplasie de la hanche, mais c'était pas une dysplasie de la hanche. On a fait beaucoup de psychomotricité fonctionnelle, mais encore une fois, ce n'était pas... voilà, c'était pas ça. Donc, un peu avant l'âge de 2 ans, on a pris la décision d'aller voir un neuropédiatre et on a fait une IRM. On a endormi complètement Angelina, elle n'avait pas encore tout à fait 2 ans. On a endormi Angelina complètement, on a fait une IRM et on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des lésions sur la myéline, donc sur le contour, sur la surface blanche, si vous voulez, la substance blanche du cerveau. Donc voilà, et qu'elles étaient bien, quand ils ont daté en fait les cicatrices, ils étaient bien des cicatrices de la 28e semaine de grossesse. Donc c'est bien à ce moment-là que tout a commencé pour elle. Donc très vite nous est venu les premiers problèmes en nous disant que Angelina
avait un retard au niveau locomoteur, qu'elle aurait du mal ou qu'elle ne marcherait peut-être même pas, qu'elle aurait des problèmes au niveau des mains, et dont une qu'elle n'utilisait quasiment pas quand elle était bébé, en fait elle attrapait toujours avec la même, et elle allait peut-être avoir aussi quelques petits soucis au niveau de la parole, etc. Par contre, à ce moment-là, on nous a tout de suite dit qu'il n'y avait pas de problème au niveau cognitif. Donc il n'y a pas d'handicap mental, ce n'est que physique. Donc voilà, donc Angelina n'a pas de problème cognitif, elle est juste handicapée locomoteur, mais juste c'est déjà bien, vous allez me dire. Donc voilà. Tout de suite, on nous a aiguillé vers la kiné, vers des logopèdes, vers des ergothérapeutes, etc. Les premières années, j'allais à la kiné en extérieur de l'école, j'allais à la logopède en extérieur de l'école, et c'était énormément, très très fatigant. Alors à savoir si moi, comment j'ai réagi en tant que maman, je peux vous dire que je n'ai pas bien réagi. Mon mari l'a plus vite accepté que moi. Moi, il m'a fallu très très longtemps pour accepter le handicap de ma fille. Maintenant, j'ai tout à fait bien accepté, et je vis avec l'idée que je n'aurai jamais un enfant normal. Et ça, moi, je m'en suis fait fortement une idée. Je suis fortement critiquée parfois sur cette idée parce qu'on a l'impression que quand je dis ça, ça veut dire que je lâche le truc. Mais en fait, je ne lâche rien du tout. C'est juste que moi, je sais que voilà, que je ne serai jamais maman. En tout cas, pas d'Angelina. Angelina ne sera jamais un enfant comme les autres. Donc voilà. Pour ce qui en est d'Angelina, elle le sait. Elle est au courant qu'elle est porteuse de handicap. Elle le dit, elle ne sait pas marcher. Elle est au courant. Elle est dans une école spécialisée depuis maintenant 4 ans. Ça se passe très 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 bien. Au niveau cognitif, comme je l'ai dit, il n'y a pas de retard. Elle est même un peu en avance sur son âge, puisque on l'a fait sauter une classe l'année dernière. Elle est suivie à l'école uniquement par kiné, logo, ergo, psychomotricien. Elle a des puéricultrices, etc. Donc Angelina a acquis à la propreté. Elle avait 5 ans quand elle était propre. Vous doutez bien que toutes ces acquisitions sont dues à des mois et des années de travail. C'est fatigant, mentalement, physiquement, et ce qui est difficile, c'est qu'autour de nous, personne ne nous comprend, beaucoup de personnes ne viennent plus, ne nous parlent plus, ou du moins, voilà, c'est difficile. Voilà. C'est difficile parce que on perd tout le monde, on fait peur aux gens, parce que dans un enfant différent, les gens ont peur que cette différence ne pose un problème au niveau de notre sociabilité, donc qu'on se retrouve à devoir parler de ça et à être lourd et à foutre un peu être un peu dépressif, ce qui n'est pas du tout notre cas, mais donc voilà, on n'est pas soutenu. Voilà, je veux dire que on est très peu soutenu au niveau psychologique en Belgique pour ce genre d'enfants. L'école est présente, et voilà, j'ai peut-être 1 ou 2 personnes dans ma famille qui me comprennent, mais largement personne ne peut non plus nous comprendre, puisque si vous n'avez pas un enfant porteur de handicap, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la difficulté que c'est au quotidien, physiquement et psychologiquement, de gérer un enfant comme Angelina, puisque, comme je vous l'ai dit, Angelina ne sait pas marcher, donc il faut porter Angelina pour aller aux toilettes, il faut porter Angelina pour la laver, il faut asseoir Angelina dans la douche parce que ne tient pas debout, donc fatalement pour la laver, il faut qu'elle soit assise, donc vous êtes courbé tout le temps. À 44 ans, moi je commence à avoir beaucoup de mal d'ailleurs. Angelina doit être dans sa chaise roulante, attachée, la monter dans le bus, le monsieur du bus l'attache, etc. pour démarrer le matin à l'école, même chose le soir. Donc voilà, c'est une grosse charge au niveau mental, c'est une grosse charge au niveau physique. Et ce qui me fait le plus rire, c'est quand certaines mamans me disent « Moi, si j'avais un enfant porteur de handicap, je ferais tout pour lui. » Mais franchement, okay, il va se taire, mais vivez-le. Voilà. Vivez-le, mettez-vous un quart de seconde dans notre peau. Et voilà, les seules fois où j'en parle, on me dit « Ouais, mais elle évolue, ouais, mais elle est mignonne, oui, mais non. » Voilà, oui, mais c'est difficile. Et je sais que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de cette difficulté, puisque nous n'en parlons pas ouvertement sur les réseaux, nous n'en parlons pas ouvertement même du tout, pas parce qu'on veut cacher l'handicap de notre fille, mais parce qu'on sait très bien qu'en fait, de toute façon, on s'en fout. Les 3 quarts des gens, ou bien ils s'en
prend complètement, ou bien ils ne comprendront de toute façon pas du tout ce qu'on est en train d'expliquer, puisque pour eux, Angelina c'est un petit enfant tout mignon, tout blondinet qui sourit, et voilà, ça s'arrête là. Mais non, Angelina c'est un futur adulte qui doit être autonome et qui un jour n'aura plus de parents parce qu'on n'est pas éternel. Et quand on me dit alors ses grands frères, pourquoi est-ce que ses grands frères devraient se charger d'elle, puisque eux ils sont leurs frères, d'accord, mais ils n'ont pas à se charger de leur sœur. Alors oui, certes, ils jouent avec leur sœur, oui, certes, ils portent leur sœur quand ils savent que moi j'ai un peu de mal, oui, certes, ils vont... voilà, comme ici on est en travaux, ils dorment tous ici au-dessus à l'étage, il y a 5 chambres, donc ils dorment tous ici à l'étage, moi je suis ici en bas. Si Angelina réclame d'aller aux toilettes ou d'aller ou d'avoir à boire ou demande qu'on mette un autre feuilleton parce que le sien vient de se terminer, un de ses frères et sœurs va le faire, bien évidemment. Ils ne vont pas venir nous chercher en bas pour que nous on monte aller le faire, ils vont le faire puisqu'ils sont juste à la chambre à côté. Mais ça s'arrête là la charge, quoi. On ne va pas obliger un des frères de prendre Angelina chez lui et de vivre le restant de sa vie avec sa sœur, ça c'est hors de question. Donc nous, notre premier but c'était qu'elle soit autonome. Donc quand on est rentré, quand on a mis Angelina, après s'être énormément battue, parce que là aussi on me dit que j'ai la chance d'avoir une école spécialisée. Il faut savoir que je me suis battue pendant 1 an et demi pour pouvoir avoir une entrée dans l'école d'Angelina. C'est parce que je n'en parle pas, mais elle n'est pas rentrée comme ça. Je suis pas arrivée un jour matin, l'inscrire chez la directrice et elle rentrait. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut des autorisations pour mettre un enfant en école spécialisée. Et je peux vous dire que ça m'a pris 1 an et demi pour pas avoir une place, parce qu'il y avait de la place dans l'école, mais simplement pour avoir l'accord du PMS qui nous disent que oui, elle pouvait rentrer dans cette école spécialisée. Sans cet accord, on ne peut pas mettre un enfant dans une école spécialisée. C'est comme ça, c'est tout. Donc non, je n'ai pas de la chance, parce que déjà, c'est pas de la chance d'avoir un enfant porteur de handicap. Mais deuxièmement, je me suis battue pour avoir cette place. Et ça aussi, ça m'a bouffé du temps, ça m'a bouffé de l'énergie. Et cette énergie, ce temps, j'aurais pu la gaspiller à autre chose. Alors, faire tout pour Angelina, non, parce que j'ai d'autres enfants. Et je ne veux pas que les autres enfants se sentent mis à l'écart ou aient l'impression qu'on ne fait pas les choses qui doivent être faites pour eux parce qu'ils ont une petite sœur qui porte un handicap. Et ça, on y veille énormément. Donc le quotidien d'une maman d'un enfant porteur de handicap, c'est déjà psychologiquement de l'accepter. Voilà, il faut accepter tous les jours que votre enfant n'est pas comme les autres. Il faut accepter tous les jours que votre enfant ne portera jamais sa mallette sur le dos et ne partira jamais à l'école en marchant. Il faut se mettre dans la place, hein, que votre enfant, votre petite fille, elle n'aura jamais joué à la corde à sauter, vous ne lui apprendrez pas à faire du vélo et elle ne saura jamais aller jouer chez des copains, chez des copines. Elle ne fera jamais de la gymnastique, elle ne sera jamais petite danseuse d'opéra, etc. Ça n'arrivera pas. Et de ça, déjà psychologiquement, il faut vous l'intégrer et il faut l'accepter pour pouvoir justement avancer. Donc déjà ça, c'est un gros travail à faire sur soi-même, mais ça c'est très très difficile, surtout quand vous êtes seul pour le faire, ce qui était mon cas, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai très peu de soutien et j'ai très peu de personnes qui comprennent ce que je vis, puisque personne n'a d'enfant porteur de handicap dans ma famille, et de toute façon les gens sont bien trop occupés à s'occuper de leur petite vie que à, évidemment se plaindre et venir pleurer sur mon sort, bien évidemment. Donc la chose suivante, c'est que chaque geste qu'Angelina fait, vous devez être là. Donc vous ne pouvez pas lâcher à un seul moment, vous devez être présent tout le temps. Pour se laver les dents, pour se coiffer, c'est un enfant de 7 ans, elle ne s'habille pas, elle ne se coiffe pas, elle se lave les dents toute seule, elle se lave le corps toute seule, mais bon, les cheveux, je suis là, ça c'est normal. Mais voilà, elle monte les escaliers à 4 pattes, mais bon, ça prend un temps fou, donc fatalement, vous montez 2 fois avec elle dans les bras, ça va beaucoup plus vite, évidemment, que de la laisser aller à 4 pattes. Moi, je prends le temps de la laisser aller à 4 pattes, comme ça, voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave, hein, en soi. Angelina ne mange pas seule, parce que, comme je vous l'ai dit, déjà, elle a des problèmes au niveau du bras, puis elle est vite fatiguée, elle doit mâcher beaucoup, parce qu'elle a une hypotonie, donc il faut couper tout en tout petits morceaux. À 7 ans, on en est encore à ce stade-là, on coupe toujours tout en petits morceaux à chaque souper. Elle nous fait bien souvent des fausses routes, où elle avale, et
ça reste bloqué parce que voilà, avec son hypotonie, elle ne sait pas comme tout le monde, elle n'a pas une musculature qui est faite comme tout le monde. Et donc là, on doit intervenir avec les manœuvres d'Emlich et tout ce qui s'ensuit. Donc ça aussi, c'est des stress au quotidien. La chose suivante, c'est que pour aller aux toilettes, on sait qu'ils devons la porter, aller la rechercher aux toilettes, lui essuyer ses fesses à 7 ans. On est toujours à ce stade-là. Il y a aussi le fait qu'elle ne va pas faire sa queue elle-même, elle ne va pas brosser ses cheveux elle-même, elle ne va pas, elle ne sait pas par exemple si elle doit aller dehors jouer, mais c'est à quatre pattes, donc tout de suite elle est sur les cours, elle est partout à quatre pattes, donc elle a toujours ses habits qui sont foireux, ses chaussures qui se démalissent en quelques minutes. Il faut savoir aussi qu'il y a toute l'histoire aussi autour, tout ce qui est médical. Donc tous les 6 mois, on va endormir Angelina pour pouvoir lui faire des injections de Botox dans ses jambes. Une fois par an, on va dans un gros hôpital qui se trouve à 1 heure de chez nous pour faire tout un bilan cognitif, un bilan logo, un bilan ergo, un bilan kiné. Ça nous prend presque toute la matinée. On doit retourner après chez son médecin, donc chez le professeur de médecine physique, pour faire le topo de ce bilan. Ensuite, il faut savoir qu'il y a toute l'infrastructure médicale. Donc vous avez derrière moi, par exemple, une tribune, mais il y a la chaise roulante, il y a les orthèses à placer tous les jours matin, il y a les chaussures spécifiques pour les orthèses. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut inclure dans votre quotidien. Si vous partez en vacances, si vous partez une journée à la mer, il faut prendre la chaise roulante, il faut mettre les orthèses. Si vous voulez dans le sable, il faut retirer les orthèses pour qu'elles puissent être dans le sable. Enfin, c'est toutes des choses qui sont très compliquées. Donc voilà, partir en vacances pour nous, c'est du sport. Imaginez-vous partir avec un enfant en bas âge, tout le temps, pendant 7 ans. C'est ça, en fait, approximativement, c'est ça, avec le poids de l'enfant, la grandeur de l'enfant, parce que ça, par contre, elle continue à grandir et elle vit normalement, donc du coup, elle est grande, elle a le poids d'un enfant de 7 ans que vous devez porter au quotidien, et vous n'allez pas en rajeunissant, hein, vous vieillissez. J'ai 44 ans, je peux vous dire que pour moi, là maintenant, je ne sais plus la porter. Donc voilà, clairement. Donc il faut se rendre compte de tout ça, il faut se rendre compte aussi que quand il y a les vacances scolaires, moi je ne sais pas dire qu'elle va aller pleine, je ne sais pas dire qu'elle va aller, que je peux la laisser aller jouer dans le jardin toute seule, je ne peux pas dire qu'elle va prendre son vélo, aller rouler avec les copains du village, elle ne peut pas aller quelque part toute seule, c'est pas possible. Donc il faut toujours être avec elle, et voilà, donc, et puis le plus difficile, je pense, le plus compliqué, c'est le regard des autres vis-à-vis d'Angie, vis-à-vis de nous, parce que ou bien les gens se perturbent parce que ça nous arrive de mettre Angelina dans une poussette d'enfant parce que la chaise roulante est très encombrante, donc parfois quand il y a des petits voyages, on la met dans une poussette, vous avez les regards des gens, vous la sentez quand on vous regarde et qu'on se dit pourquoi est-ce qu'elle est dans une poussette, pourquoi est-ce que vous faites ça, enfin, et vous avez des remarques parfois aussi, hein. J'ai quelques anecdotes où nous avons eu des remarques, elle peut aller par terre et marcher aussi. Voilà. Les gens ne se rendent pas compte, les gens parlent sans comprendre, sans savoir, et c'est très 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 difficile à vivre au quotidien, sans compter, comme je vous l'ai dit, qu'il y a tout le côté médical, qu'il y a tout le côté école, qu'il y a tous les à côté de votre vie, parce que vous n'avez pas qu'un seul enfant, en tout cas moi je n'ai pas que celui-là, j'en ai 3 autres avant, et j'en ai un après, et donc tout doit être adapté, tout doit être fait dans les normes. On ne peut pas aller dans un garage et se dire on va acheter cette voiture-là. Nous, c'est pas possible. On doit acheter une voiture dans laquelle on doit changer de voiture d'ailleurs, dans laquelle la chaise roulante va pouvoir rentrer. On vient d'acheter une maison, on doit faire les travaux en sorte que Angelina puisse passer partout avec sa tribune et sa chaise roulante. Donc voilà, c'est toutes des choses où il faut se rendre compte qu'il y a une petite mouche qui vient passer devant, que notre quotidien est difficile, que parfois on nous dit qu'on est asocial, parfois on nous dit qu'on ne vient jamais à un anniversaire, à un mariage, parce que voilà, mais en fait c'est pas parce qu'on n'a pas envie, c'est parce qu'on ne saurait pas, simplement, on ne saurait pas, physiquement, mentalement, psychologiquement et de manière logistique, on ne saurait pas aller à ce genre de choses, puisque on a un enfant différent. Donc cet enfant différent fait qu'on a une vie différente des autres. Alors est-ce que Angelina marchera? On ne sait pas. Là pour le moment elle marche avec une tribune
mais elle se fatigue très très vite. Est-ce que Angelina va parler normalement? On ne sait pas. Est-ce qu'Angelina va écrire? Je ne pense pas. Voilà, c'est toutes des choses à laquelle il faut réfléchir parce que c'est un enfant pour l'instant, mais dans quelques années, ce sera un adulte. Nous, on va vieillir encore plus. On aura de moins en moins de facilité pour s'en occuper et donc on doit rendre Angelina le plus autonome possible et c'est là-dessus qu'on se base et donc voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris un petit peu plus ce que c'est le quotidien avec un enfant comme Angelina. Je ne filme pas, pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai filmé Angelina, une personne est allée faire des remarques sur le fait que je montrais mon enfant et ça a apporté de grosses polémiques au niveau de ma famille. Je ne sais pas c'est qui, mais voilà, merci à cette personne parce que d'habitude je fais des vidéos sur Angelina, je ne les fais plus à cause de ça. Parce que j'ai eu des grosses remarques, j'ai eu vraiment, voilà, ça a été mal pris par plusieurs personnes de ma famille. Donc du coup, je ne fais plus de vidéos sur Angelina, mais voilà, je vous en fais des parler comme ceci. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur notre quotidien et sur le quotidien d'une maman comme moi, j'essaierai de vous refaire une vidéo, mais en étant... j'espère que je n'aurai plus trop de critiques, mais bon, je pense que j'en aurai toujours. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des enfants porteurs de handicap. N'hésitez pas à venir me trouver en MP si vous voulez en parler. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos qui sont dans la playlist Notre Princesse Handicapable, mais pas que. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram parce que là aussi, je poste souvent des stories et je fais des stories parlées, etc. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Facebook parce que je suis conseillère Shogun, donc si jamais